Pendant que Jeanne se demandait bien comment elle allait enfin ramener Philibert à la raison, celui-ci poursuivait son commerce frauduleux, bravant 1000 dangers, frôlant parfois la mort, persuadé que sa bonne fortune lui sourirait toujours. Ne reculant devant aucune audace, il ne se contentait plus de passer en douce l'or blanc dans les provinces de Grande Gabelle, il s'attaquait désormais aux convois transportant du sel. Poussant la chance encore plus loin, il résolut de s'attaquer au grenier à sel de Ruffec, symbole par excellence de cette maudite gabelle et du pouvoir royal. L'orgueil de Philibert était décidément plus fort que la raison, et il décida cette audacieuse attaque davantage pour faire parler de lui que pour la quantité de sel qu'il allait y dérober. Il faut bien se dire que s'en prendre à une telle institution n'est pas une mince affaire, car un grenier à sel n'est pas un moulin à vent. Ce sont plusieurs bâtiments, protégés par une enceinte fortifiée et une petite garnison. On dit même que certains greniers ont leur propre prison. Autant dire que Philibert allait se précipiter dans la gueule du loup. Au-delà des entrepôts où le sel est conservé, et dans lesquels travaillent des dizaines de commis bien mal rémunérés qui n'allaient pas opposer de résistance, le grenier est administré par des lieutenants, des grenetiers, des contrôleurs, des greffiers, des huissiers, des sergents et des hommes d'armes qui, eux, n'allaient certainement pas se laisser faire. Ne commandant pas une troupe nombreuse, Philibert préféra attendre le coucher du soleil et utiliser la ruse pour s'introduire dans l'enceinte du grenier à sel de Ruffec. Tandis qu'une poignée de commis charge les derniers sacs de sel dans une charrette en partance pour l'Anjou et stationnée dans la cour, Philibert et ses hommes en profitent subrepticement pour s'introduire dans l'enceinte de l'établissement par le portillon laissé entrebâillé par un complice. Armés de dagues, de piques et d'un unique pistolet à rouet, les malandrins s'approchent à pas de loup de l'entrepôt et surprennent une conversation entre un voiturier, le grenetier et le radeur du grenier. « Tout est en ordre, messire le grenier », annonce le radeur, l'un des rares officiers de la gabelle encore présents à cette heure tardive et dont le rôle consiste à surveiller la mesure du sel à l'aide de son radoir. « Les sacs sont plombés et chargés, prêts pour le transport. Le voiturier n'a plus qu'à prendre la route vers l'Anjou demain, dès le lever du soleil, avec son escorte. »« Parfait !» s'enthousiasme le grenetier. « Ce qui nous fait donc 24 sacs d'un minot chacun, à raison de 3 boisseaux le minot, cela nous donne un chargement de 72 boisseaux de sel. »« Et en vaxel, combien cela fait ?» interroge le voiturier d'un air hébété. « Plaît-il ? Et en quelle unité comptez-vous, mon brave ? » Je me suis laissé dire qu'en Lorraine, il comptait en vaxel et pourquoi pas en livres, tant que vous y êtes, s'emporte le grenetier. Nous sommes en Saintonge ici. Le duché de Lorraine n'est pas le royaume de France. Si vous y tenez, notre greffier pourrait vous faire le détail en sautier et en buis, mais vous risquez d'y passer la nuit, surenchérit le radeur d'un ton moqueur. Le greffier lève les épaules en signe de lassitude, tandis que le grenetier jette un regard réprobateur au radeur. Et pourtant, c'est bien vrai qu'il y a de quoi y perdre son latin, car à chaque contrée son unité de mesure, ce qui ne facilite guère les échanges commerciaux, puisqu'il faut sans cesse faire des conversions. Le sel, considéré comme une matière sèche, est mesuré en volume. L'unité de base est le boisseau. Au-delà, il y a le minot, c'est-à-dire 3 boisseaux, le setier, c'est-à-dire 12 boisseaux, et le muit, c'est-à-dire 144 boisseaux. Du moins, c'est ainsi que l'on mesure le sel par chez nous, en Saintonge. Mais le grenetier n'est pas d'humeur badine, et vu l'heure tardive, il n'a surtout pas envie de perdre du temps en procédant à une conversion qui s'avère inutile, et d'écouter les élucubrations fantaisistes de son subalterne qu'il reprend sèchement. « Vous avez la langue bien pendue pour un radeur. Contentez-vous de passer le radoir sur vos mesures et taisez-vous !» Le radeur ne demande pas son reste et se dirige piteusement vers le fond de l'entrepôt. Il aurait bien voulu lui répondre d'aller se faire pendre,
mais une telle saillie lui aurait valu un sévère châtiment. On ne manque pas de respect à un grenetier, officier royal, sur lequel repose la lourde charge de contrôler la qualité du sel entreposé dans le grenier et d'en administrer la vente. Il a surtout pouvoir de justice sur toutes les affaires traitant de litiges relatifs au commerce, au transport et à la contrebande de sel. Le radeur le sait bien, il ne va donc pas risquer de provoquer le courroux de cet homme au pouvoir si étendu. Vous, venez apposer votre marque sur ce registre, ordonne le grenetier au voiturier. Il se fait tard, la nuit tombe. Et lorsque vous prendrez la route demain matin, prenez garde de ne pas verser dans le fossé au risque de gâter votre marchandise. On connaît vos ruses, à vous autres les voituriers, pour soustraire des sacs de sel à la gabelle. Vous prétextez un accident pour revendre frauduleusement le sel soi-disant gâté. Oh messire, que nenni, s'offusque le voiturier qui ne porte décidément pas ce sinistre grenetier dans son cœur. J'espère surtout ne pas tomber entre les mains de ces maudits contrebandiers. Aucun risque de les rencontrer en chemin, car les voici devant vous, s'exclame Philibert, qui fait une entrée fracassante avec les passeurs de sel. Très vite, les quelques gabelous à moitié assoupis sont désarmés, rassemblés et solidement attachés sous le regard stupéfié des commis et du voiturier qui ont bien trop peur pour risquer une quelconque intervention. Le grenetier, qui d'ordinaire rudoie son monde, se conduit dès lors tel un pleutre. Tremblant de tous ses membres, il se réfugie derrière la grande carcasse du greffier, espérant peut-être ainsi échapper à la vigilance des malandrins. « Mais qui sont ces gens » interroge le voiturier d'un air crédule. « Philibert d'Angély et ses passeurs de sel pour vous servir !»« Ou plutôt vous desservir !» ajoute Gros René en déliant la bourse de la ceinture du voiturier qui n'a d'autre choix que de se laisser délester. « Allons, le sel ou la vie ? Il faut choisir !» ordonne Gaspard d'un ton menaçant. « Et qu'allez-vous faire de nous ? Nous oxyre ?» interroge le radeur en se signant pâle comme un cierge. « Et si on lui tranchait la langue et les membres pour les mettre au saloir ?» demande Simon à son chef en lui adressant un clin d'œil complice. Puis, en s'adressant à ses comparses et exhibant la lame de sa dague, il poursuit. « Je ne sais pas vous, mes gaillards, mais moi, je me laisserais bien tenter par un pâté de grenetier à la sauce gablou. » Voyant le geste à la parole, Simon approche sa dague du visage du radeur qui manque de défaillir. « Il suffit !» s'exclame Philibert. « Le sang ne coulera pas sous mon commandement, je l'ai déjà dit. L'alerte sera vite donnée, alors ne traînons pas longtemps ici. Prenez autant de sacs que vos épaules supporteront et prenons la fuite. » Les hommes de Philibert s'exécutent docilement sous le regard amusé de certains commis qui ne voient pas d'un mauvais œil les contrebandiers voler le roi. Après tout, ils ont beau travailler au grenier de sa majesté, cela ne leur offre aucun avantage. Ils ont beau pelleter et charger du sel toute la sainte journée, il leur faut tout de même s'acquitter de la gabelle comme tous les saintongeais. Et gare au commis qui cacherait du sel dans ses habits pour le ramener chez lui. C'est la prison assurée. De toute façon, personne n'oserait commettre un tel délit. Les employés du grenier sont fouillés tous les soirs lorsqu'ils sortent de l'entrepôt. « Comment osez-vous attaquer un grenier à sel ?» ose demander le grenetier sur un ton réprobateur. « Les attaques de convois et vos passages de faux sel vers les provinces de Grande Gabelle ne vous suffisent plus. »« Ah, vous ne croyez pas si bien dire, » raille Philibert. « Je me lassais de ces voyages vers l'Anjou et la Touraine. J'avais envie de chasser un plus gros gibier. Et je dois avouer que je suis comblé. En ruinant un grenier à sel de la sorte, c'est à toute la gabelle que vous déclarez la guerre, s'indigne l'officier du grenier. Attendez un peu que notre bon roi apprenne votre forfaiture. Mais je compte bien sur vous pour le lui apprendre, grenetier de malheur. Je vous laisse même ma meilleure monture pour gagner le roi. Et lorsqu'il vous accordera audience, dites-lui bien que la Saintonge ne veut plus de sa maudite gabelle et que ces vauriens de Gabelou périront en enfer. » Les commis ne peuvent réprimer un sourire en voyant s'évanouir le greffier, terrorisé par la menace de Philibert et dont l'imposante stature servait jusque-là de rempart au grenetier pelotonné derrière lui. Loin de porter assistance au greffier pour lequel il n'a que peu de considération, le radeur, poussé par la curiosité,
ne peut s'empêcher d'interroger les faussonniers au sujet de leur stratagème pour rentrer dans le grenier à sel. Mais comment avez-vous fait pour déjouer la garde qui protège le grenier? Toute une brigade quand même. Disons que certains de vos hommes avaient le gosier en pente, explique malicieusement petit Guillaume. Alors nous leur avons offert de les accompagner à la taverne. Nous avons trinqué au roi, à ses femmes et même au pape. À l'heure où je vous parle, je crois que vos gaboulous sont en train de boire encore à votre santé. Partons vite avant que les hommes du bailli ne surgissent, s'exclame Philibert qui commence à montrer des signes d'impatience. Eux ne se laisseront pas inviter à la taverne aussi facilement que ces soifards du grenier. Attendez, signez-moi au moins une quittance, s'affole le grenetier. Il faut bien que je justifie la perte de tous ces sacs. Un gueux pareil ne sait sûrement pas écrire, persifle le radeur avec un sourire méprisant. L'important semble avoir fait mouche, en faisant passer Philibert pour un ignare profond, puisque celui-ci, blessé dans son orgueil, fait volte-face et s'avance d'un air menaçant vers le radeur. « Vil Camus !» tonne Philibert. « Non seulement je sais écrire, mais lire aussi. L'homme qui m'a recueilli a pris soin de m'enseigner certaines choses pour m'éclairer l'esprit. Aristote, Cicéron ou encore Pétrarque ne me sont pas inconnus. Allons, montre-moi ton registre, que j'y laisse une trace de mon passage. »« Prends garde, c'est peut-être une ruse !» s'écrie Gaspard. Philibert, bien décidé à laver son honneur, n'écoute pas son compagnon. A-t-il d'ailleurs déjà écouté les conseils de quelqu'un? Et il se dirige d'un pas décidé vers le grenetier qui lui tend une plume pour signer un registre grand ouvert sur un lutrin. Au moment où le chef de bande se penche sur le livre de compte pour y apposer son paraphe, le grenetier tire une dague cachée dans sa pelisse et la brandit au-dessus de Philibert, qui se retourne juste à temps pour empoigner le grenetier et le faire choir au sol sous les regards pétrifiés des commis et des faussonniers. Les deux hommes se débattent avec une telle rage qu'il n'est guère aisé de distinguer celui qui prendra le dessus. Soudain, les corps cessent de s'agiter et le grenetier se fige, un filet de sang coulant près du cœur. Philibert se relève et jette la dague ensanglantée comme si elle lui brûlait la main. « Philibert, qu'as-tu fait? Tu avais juré au père André de ne jamais faire couler le sang, se lamente Simon, de loin le plus tempéré de ses compagnons. Mais il n'avait pas le choix, s'emporte Godefroy. Le fourbe l'a pris par traîtrise. Toi qui es si malin, qu'aurais-tu fait à sa place? Personne ne le saura jamais. Allons, partons d'ici. Il est grand temps, s'exclame petit Guillaume, alerté par des bruits de pas se rapprochant dans la rue menant au grenier. Les faussonniers jettent sur leurs épaules les sacs de sel, puis se dirigent vers un portillon les menant au dehors. Voyant Philibert immobile près du corps sans vie du grenetier, comme hypnotisé, Simon revient sur ses pas et pose une main fraternelle sur l'épaule de Philibert. « Viens, tu ne peux plus rien pour lui. Il est entre les mains de Dieu, s'il existe encore. » Philibert se penche alors sur le grenetier, lui ferme les yeux et murmure quelques mots. Il tire de sa poche un chapelet en buis que le père André lui avait offert et le place sur la poitrine écarlate du défunt. Enfin, il se signe 3 fois, se lève, puis rejoint précipitamment ses hommes suivis de Simon. Hors de lui, le radeur se jette sur leurs pas et hurle à plein poumon. « Soyez maudit, Philibert d'Angély! Vous aurez cette mort sur la conscience, et votre dépouille finira au gibet avant la fin de l'année !» Hélas, l'attaque du grenier à sel de Ruffec n'allait apporter que le malheur. En effet, en s'en prenant à cet entrepôt et en faisant couler le sang d'un officier, Philibert s'attaquait à un symbole du pouvoir royal, et donc à la personne du roi Henri. Celui-ci n'allait pas tarder à apprendre les méfaits de Philibert et à réclamer pour lui un châtiment exemplaire à la hauteur de la faute commise.